À 6 ans, elle découvre la voile en Bretagne à bord du petit croiseur familial. Et depuis, la passion de la navigation ne l'a plus quittée, à tel point qu'elle devient ingénieure agronome spécialisée dans l'halieutique et rejoint l'Ifremer. Mais c'est en 1987 qu'elle commence à faire parler d'elle en participant à la Mini Transat en solitaire, où elle termine 3e au classement général après avoir remporté la première manche. Épreuve qui marquera son entrée dans le monde de la course au large. Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors c'est vrai que vous êtes arrivée dans le monde de la course, personne ne vous a vu arriver, c'est le cas de le dire. Non, c'est sûr, personne ne m'attendait, même pas moi d'ailleurs, puisque quand j'ai fait cette Mini Transat, c'était absolument pas pour faire une carrière dans la course au large. C'était parce que ça m'amusait, que j'avais un certain nombre de copains qui l'avaient faite, et que je me disais que quand on aime la mer, faire au moins une fois une expérience de course, c'était un enrichissement et c'était une découverte. Donc voilà, donc j'avais prévu de faire cette transat et puis ensuite de rentrer sagement travailler, et ça s'est pas passé comme ça. Et on se lance dans une aventure comme ça aussi pour se prouver des choses à soi-même? Oh ben, je pense que quand on a, alors je ne sais pas quelle est la limite d'âge, mais enfin peut-être que jusqu'à 40 ou 45 ans, on a tous besoin de se prouver tout. Et surtout quand on en a 20, 25 ou 30, ce qui était mon cas à l'époque. Donc oui, j'avais envie de... Je crois qu'il y avait de la curiosité surtout en fait, parce que, encore une fois, j'avais des amis qui faisaient ça, je regardais ça du coin de l'œil. Ça me paraissait à la fois un petit peu compliqué, mais quand même assez fun. Ils avaient l'air de bien s'amuser. Donc voilà, il y avait beaucoup l'envie de découvrir. Alors effectivement, un peu l'envie de me prouver que je pouvais éventuellement faire bien dans une course. Mais voilà quoi. Et une fois qu'on a touché à cette... C'était quand même une victoire, hein, Oui, pour une débutante, ça s'est très bien passé. 3e, on a envie d'y retoucher, j'imagine, et on envisage les futures courses. Bah, disons que le fait de bien me classer, ça m'a effectivement un peu rassurée sur mon éventuelle compétence, on va dire. Enfin, c'était pas encore vraiment une compétence à ce moment-là, mais enfin, en tout cas, le fait que j'étais capable de réussir, parce que si j'avais été 42e, je pense que j'aurais sans doute arrêté. Ça, c'était la première chose, mais je crois que ce qui a vraiment été important, c'est que dans cette course, je me suis vraiment, comme on dit maintenant, éclatée, quoi. C'est-à-dire que j'étais super heureuse, j'étais super bien sur ce petit bateau, et vraiment, j'étais à fond tout le temps, j'essayais tout le temps de faire marcher le plus vite possible. Enfin, j'ai vraiment été dans cette histoire totalement, j'y ai trouvé beaucoup de plaisir, et donc c'est surtout ça, en fait, qui m'a déterminée à continuer. Et alors aujourd'hui, d'autres courses sont passées. Quand vous vous retournez un petit peu sur votre parcours, vous vous dites que vous avez appris quoi? À part tout ce qui peut être technique, hein. Oui, évidemment. Bah, je crois que ça, c'est pas seulement la course, c'est aussi la mer en général, puisque je fais pas que courir sur les mers, je navigue aussi. Je crois que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé, je pense, dans mes rapports avec les autres, parce qu'en mer, on apprend à être simple et qu'après, on ne l'oublie pas. Ça m'a beaucoup aussi aidé dans une espèce de compréhension de ce que c'était que la nature et comment ça fonctionnait. C'est-à-dire dans un rapport avec la nature qui n'était pas un rapport de prédation ou d'appropriation, puisqu'on ne s'approprie pas l'océan, mais c'est plus un rapport où on essaye de comprendre. Donc c'est plus un rapport d'intelligence et finalement de synergie. Parce que moi, je réussis sur l'eau quand je suis en synergie avec le vent, la mer et les nuages, et pas quand j'essaye absolument de lutter contre, parce que c'est impossible de lutter contre. Donc je crois que ça, c'est des choses qui m'ont ouvert beaucoup de portes, en fait, dans la tête. Et d'ailleurs, c'est un dialogue dont vous parlez avec la nature. Et je crois que le premier bateau que vous aviez construit en 87 s'appelait Parole. Oui, alors il ne s'appelait pas Parole à cause de ce dialogue-là, mais c'était quand même un peu un dialogue, puisque, enfin à plusieurs voix, c'est un bateau que j'ai construit moi-même. C'était un petit bateau de 10 mètres en acier, donc voilà, après un poste à souder et tout. Et puis, à l'époque, il y avait toute une bande on appelait ça les constructeurs amateurs, donc des gens comme moi qui faisaient leur bateau à La Rochelle, on était au moins une cinquantaine. Et c'était très sympa parce qu'on bossait ensemble, on discutait, on se donnait des coups de main, enfin bon. Et il y avait tout un milieu comme ça, tout un échange, toute une richesse, et c'est ça qui m'a donné envie d'appeler le bateau Parole. On a toujours tendance à penser que les navigateurs sont des gens solitaires, notamment au moment, pas. je pense, voilà, aux courses en solitaire, mais en fait, pas du tout à vous entendre. Surtout pas. C'est absolument impossible de réussir en solitaire si on est solitaire, puisqu'on est au contraire au centre d'un groupe de gens extrêmement important. Bon, déjà, il y a le petit noyau de l'équipe autour du bateau, donc les assistants, les préparateurs, les chefs de projet, la communication, le médical, tous ces gens-là avec qui on travaille tous les jours. Moi, je passe ma vie avec du monde. Et puis après, il y a encore un deuxième cercle qui sont les sponsors, les médias, etc. Donc encore plein de gens. Et puis après, il y a encore le public. Donc en fait, on est complètement au centre de plein de relations humaines et sociales, quoi. Et si on n'aime pas ça, il faut changer de métier.
Et, quelle qualité faut-il avoir pour faire ce que vous faites en fait? Il faut être calme et il faut être têtu. Faut être calme parce que, surtout en solitaire, même aussi un peu en équipage, c'est une activité sur laquelle qui est très, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de pression mentale, il y a beaucoup de stress en permanence, jour et nuit. Hein. Il n'y a pas un moment où on dit ben là je vais me coucher tranquille, peinarde. Non, ça n'existe pas. Donc autant de temps on est sur l'eau, autant de temps tout peut arriver à tout moment. Donc on est sous pression permanente. Donc il faut, et comme c'est des gros bateaux et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à toute vitesse, il faut avoir beaucoup de distance par rapport à ce qu'on fait, de manière à ne pas partir dans tous les sens, et ce qui aboutirait immédiatement à la catastrophe. Donc il faut être plutôt calme. Puis après, il faut être têtu parce que c'est quand même compliqué, à commencer par le fait de trouver de l'argent, qui souvent est plusieurs mois ou plusieurs années, où il ne faut pas changer d'idée, hein. Il faut en permanence revenir à son truc, jour après jour, heure après heure, jusqu'à ce que ça marche. Et en mer, après, c'est pareil. Les gens se disent, oh là, le tour du monde, c'est énorme. Bah, c'est pas si énorme que ça, parce qu'on fait un mille après l'autre, et puis il faut être têtu jusqu'au bout, et puis il faut continuer à naviguer jusqu'au bout et correctement. Donc il y a une espèce de... On rentre dans une histoire parce qu'on l'a décidé, et après, il faut aller au bout de cette histoire, quoi qu'il arrive. Donc il faut vraiment rester concentré jusqu'au bout. Je vous propose, Isabelle, maintenant d'évoquer votre enfance, si vous voulez bien. Merci. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle n'est pas née au bord de l'eau à La Rochelle, mais à Paris, dans le 12e arrondissement. Alors dans la famille, il y a Marie-Hélène, Elisabeth, Catherine, Valérie, et puis elle, quatrième fille d'une famille qui en a vu naître 5, à la grande joie du papa architecte, Jean, et de la maman Marie-Thérèse, bien occupée. Surtout que la maison est grande et que c'est toute une tribu qui vit dans la maison familiale de Sainte-Maure-des-Fossés, et pas seulement les 5 filles. Expliquez-nous cette enfance un peu merveilleuse que vous avez eue, Oui, Isabelle. c'est merveilleux quand on est enfant, parce qu'il y a un mélange de générations, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de vous, et puis surtout on a des points de vue extrêmement différents. Il y avait quoi, des grands-parents qui vivaient avec vous? Il y avait mes 2 grands-parents paternels, ma grand-mère maternelle, ma grand-tante, sa fille qui était de l'âge de maman, plus les parents et les 5 filles, donc on était 12. Et les chiens, les chats, les poissons rouges? Bien sûr. Tout ça dans une grande maison. En fait, ça s'est construit petit à petit, mais c'était essentiellement du côté de ma mère qu'ils avaient gardé ce que nos arrière-grands-parents connaissaient tous, c'est-à-dire la vie, en fait, la vie en communauté familiale. Eux, ils avaient prolongé un peu cette affaire, et quand mes parents ont acheté cette maison, moi j'avais quelques mois, donc j'étais vraiment petite, mes grands-parents paternels venaient d'être en retraite, ils étaient instituteurs, et donc ils ont rejoint le clan, et voilà, tout le monde vivait ensemble. Alors il y avait un papa pour 5 filles. La relation au papa, elle doit être particulière quand même. Oui, elle est particulière évidemment, surtout qu'en plus on ne le voyait pas beaucoup parce qu'il bossait comme un fou. Donc les moments étaient rares, et entre autres justement les moments de vacances et les moments de week-end en bateau. Je pense que pour nous toutes c'était un peu la même chose, c'était le moment où il était là. Et puis il était dans le bateau, donc il ne pouvait pas aller ailleurs, donc on pouvait en profiter. Donc c'est vrai que ça faisait partie aussi certainement des plaisirs qu'on avait à naviguer étant petite. C'est le papa qui a fait venir le bateau dans la famille? Oui, beaucoup lui. Maman aimait bien ça. Elle aimait bien le cabotage côtier. Elle n'aimait pas trop les grandes traversées. Donc souvent, on traversait avec le bateau. Quand on a eu un bateau un petit peu plus grand, on allait en Irlande ou en Espagne. Et puis elle nous rejoignait là-bas. Et elle aimait bien ça. Mais elle était moins mordue, on va dire, que nous qui étions capables d'aller naviguer sous la neige en plein hiver. Aux îles Chausey, ça c'était un petit plaisir, mais elle, c'était moins son truc. Alors on parle de votre papa. Votre papa, à 16 heures, était poète. Oui, oui. Et il a écrit un petit poème que j'aime bien. Mais parce un que recueil de poèmes, en fait. Oui, il a écrit un recueil qu'il a publié à compte d'auteur. Qui Mais voilà, qui s'appelle Rose des solitudes, de solitude, avec un S. Et c'est beaucoup des poèmes de mer et puis des poèmes d'amour. Il en a un que je trouve très joli qui dit « J'ai épousé la mer cette nuit, à l'heure où la côte s'éclaire. La mer ne m'a demandé ni d'où je viens, ni qui j'ai aimé. Elle a rempli ma bouche de son sel et mon esprit de son silence. » Et voilà, et je trouve que c'est très vrai. Donc j'aime bien ce petit poème. Vous emmenez votre recueil quand vous partez en solitaire sur une Celui-là, transat? non, parce que c'est un exemplaire auquel je tiens. C'est celui de ma grand-mère qui est décédée maintenant. Donc je ne veux pas l'emmener à bord parce que tout s'abîme sur un bateau. Mais ça vous travaille pendant... Oui, je trouve que ça me travaille. J'aime bien penser à... voilà, ça fait partie de mon univers. Et la poésie, elle s'est transmise avec la fille, non? Vous écrivez, vous aussi? Non, moi, j'écris pas de poèmes. Je crois que je suis quelqu'un de l'écriture et de la parole, parce que c'est vrai que ça, c'était un peu
une transmission familiale. On lisait énormément, puis bon, il n'y avait pas la télévision quand j'étais gamine, donc voilà, ça aidait sans doute à lire plus. Moi, j'ai toujours adoré la lecture, on m'a toujours encouragée à ça, donc lire, écrire, parler, tout ça, c'était des choses qui étaient très fortes. Et alors, elle avait quel caractère, la petite Isabelle? J'en sais rien, il faudrait demander à mes parents. Moi, je crois que j'étais vraiment une petite fille comme les autres. J'étais plutôt un peu timide, un peu sage à l'école, mais quand même avec une pointe de garçon manqué, c'est-à-dire qu'il fallait plutôt m'offrir des mécanos et des boîtes de bricolage que des poupées. Je ne me souviens pas d'avoir eu de poupée quand j'étais petite. Donc j'adorais bricoler des trucs dans un coin. Et puis c'est vrai que j'ai toujours bien aimé les études. Ah oui, Mathilde, que vous étiez une matheuse, hein? Oui, enfin j'ai fait une prépa, agro, donc il y avait forcément des maths. Mais j'aimais bien ça en fait, hein, en dehors du fait que prépa c'est un peu le bourrage de crâne, mais j'ai toujours adoré le fait d'apprendre, quoi. Et finalement, au lycée ou encore plus après à l'agro, je m'embêtais pas tant que ça. Et vous avez fait de la danse russe? Oh, ça c'était. J'ai fait de la danse comme beaucoup de petites filles, hein, parce qu'on faisait du piano à la maison, puis je faisais de la danse. Et il se trouve que. Une vraie ouverture à tous les arts, hein. Oui, mais Ouais. on n'était pas du tout sportifs dans la famille, c'était plutôt les arts et lettres. Et je faisais de la danse avec une dame qui se trouvait être la maman d'une de mes meilleures camarades, qui était d'origine russe, enfin sa grand-mère, la grand-mère de ma petite camarade, était une russe blanche immigrée. Donc il y avait une atmosphère très très russe comme ça, et dans les danses, il y avait du classique, mais il y avait aussi comme ça des danses folkloriques, où on était avec des beaux habits et tout, j'adorais ça. Alors, c'est dans la littérature peut-être de BD que vous avez retenu les injures du capitaine Haddock. Il paraît que c'était un peu votre fond de commerce, les injures du capitaine Haddock. Oh, je ne sais pas vraiment, mais c'est vrai que... Bah, je crois que ça fait, de toute façon, tous les gamins étaient un peu comme ça, quoi. Hein, les bachibouzouk, extoplasmes, les moules à gaufres. Bon, à l'époque, maintenant, ça ferait complètement ringard, mais enfin, à l'époque... ce que vous êtes devenu par la suite, c'est ça qui est drôle, de faire le lien entre le capitaine Haddock, vous, votre métier. De toute façon, il y avait ce côté-là, oui. Moi, je rêvais beaucoup à la mer, je pensais beaucoup à la mer, même quand on était à Paris. Et je lisais beaucoup de livres de mer. Et donc, j'étais dans ma tête, dans un univers qui finalement restait un peu maritime, même si j'étais que 2 mois par an l'été au bord de l'eau. Et quelle est l'odeur de votre enfance? L'odeur qui vous remonte quand vous pensez à votre enfance? Oh, ça c'est une drôle de question. Je pense que c'est un petit peu cette odeur qu'il y avait à la maison. C'était une maison, c'est toujours d'ailleurs, une maison un peu ancienne, donc ça sentait un peu le bois, un peu la cire, toujours la bonne cuisine parce que avec les grands-mères qui faisaient la cuisine, c'était quand même pas mal. Et donc moi c'est voilà avec les odeurs un peu de moisi à la cave, toutes ces choses-là, c'est de ma petite enfance, c'est les odeurs dont je me souviens. En tout cas, une enfance heureuse, hein. Absolument. J'ai eu cette chance. Tant mieux, ça a construit une adulte, en tout cas... Je crois que ça donne beaucoup d'équilibre. Équilibré, voilà. Citation du père Stan Rougier. « Et s'il y avait un Dieu, s'il avait mis en mouvement la formidable aventure de la création pour accueillir des êtres divinisables avec lesquels il partagerait tout. C'est trop beau, c'est trop énorme? Peut-être. Mais c'est bien moins fou que le néant. » La spiritualité, c'est la discussion du jour et je n'ai pas choisi cette citation au hasard. Isabelle, vous rigolez déjà, parce que malgré une éducation catholique, c'est vrai que vous avez un petit peu tout laissé tomber. C'est quoi, tout laissé tomber ou rebeller contre non, enfin oui, avait... il y a eu un moment de rébellion, évidemment, quand j'avais 16 ans, comme beaucoup de jeunes, je pense, ça me cassait les pieds d'aller le dimanche matin à la messe. Donc il y avait un petit côté rébellion. Mais non, surtout, c'est de la réflexion. Hein. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à être plus adulte, et où j'ai un peu regardé et analysé ce qu'on me proposait, qui était donc la religion catholique. Peut-être à cause de mon éducation par ailleurs extrêmement scientifique, tout ça tout d'un coup m'a paru complètement étrange et bizarre, et je me suis dit mais quelle drôle d'idée de croire en Dieu. Mais vraiment, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où je me suis posé la question, c'était fini, je ne pouvais plus y croire. Parce que justement, la foi, la croyance, c'est quand même quelque part de ne pas se poser de questions sur l'existence, globalement. Ah, vous croyez ça? Enfin, il me semble que quelqu'un qui a la foi, il pense qu'il y a un Dieu qui existe. Sinon, ça ne s'appelle pas la foi. Sinon, c'est mais il a le droit de philosophie. douter. Oui, peut-être qu'il peut douter de temps en temps, mais enfin, globalement, quand même, la plupart du temps, il y croit. Sinon, c'est de la philosophie, hein, si on fait juste que se poser des questions.
Et moi, je serais plutôt de... À la limite, je ne me pose même pas de questions, d'ailleurs. Pour moi, c'est clairement quelque chose qui n'existe pas. Mais après tout, moi, je crois qu'on n'a pas assez de neurones pour comprendre certaines choses. Et que finalement, la croyance en Dieu permet d'inventer quelque chose. Je pense que l'homme n'arrive pas à comprendre ce que c'est que l'infini. Il n'arrive pas, il se pose toujours des questions sur la création. Alors le Big Bang, oui, mais avant. Et puis la fin du monde, oui, mais après. Et puis surtout, la question centrale, c'est la mort. Je pense que l'homme, qui est le seul animal de la création à être capable de dire je, donc à réfléchir sur lui-même en tant que sujet, il ne peut pas accepter sa mort. Donc évidemment, Dieu permet d'avoir une ouverture différente et de se dire je ne vais pas mourir puisque j'appartiens à quelque chose de supérieur et que ensuite je vais retourner au sein de cette entité. Et bon voilà, donc je comprends très bien et à la limite, non seulement j'ai aucune animosité, mais je trouve ça... intéressant, les gens mais que ce soit les pratiques chamanistes ou la religion catholique ou tout ce qu'on veut, ou le bouddhisme. Parce que vous êtes ouverte à d'autres spiritualités, en fait ? Je pense que la spiritualité, aujourd'hui, nous, celle qu'on connaît le mieux, parce que c'est celle de notre civilisation, c'est la spiritualité catholique et protestante, mais il n'y a pas beaucoup de différence avec le chamanisme. Finalement, c'est le fait de penser qu'il y a... des êtres supérieurs, et le fait de penser que l'être humain n'est pas un animal de la création, justement, comme les autres, mais est un animal qui est comme ça, individualisé, qui répond à une volonté supérieure, qui a un destin différent des autres espèces. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, je le comprends, mais évidemment, je ne peux pas le partager, quoi. Et la réflexion du père Stan Rougier, pour reprendre la fin de la citation, c'est trop beau, c'est trop énorme, peut-être, mais c'est bien moins fou que le néant. Finalement, non. Moi, le néant, ça ne me dérange pas. Me dire que quand je vais mourir, mes atomes vont se dissocier et puis servir à aller alimenter des petites plantes, etc., ça me paraît une démarche qui est très logique et que je comprends parfaitement. Par contre, se dire que mon âme, dont alors là je ne sais pas ce que c'est, que mon âme va s'envoler vers un destin infini, alors ça franchement, pour moi c'est de la science-fiction totale, quoi. Donc non, je ne dirais pas que le néant... je pense encore une fois qu'il faudrait accepter qu'on n'a pas une intelligence qui nous permet d'appréhender tout et de comprendre tout. Et je pense qu'en particulier, même si aujourd'hui les mathématiciens et les astronomes travaillent beaucoup sur ces questions-là, on n'est pas capable d'appréhender l'infini. Et donc à partir du moment où on n'a pas de réponse à ça, soit on accepte qu'on n'a pas de réponse, soit on crée autre chose. Vous avez quand même failli mourir plusieurs fois ? Oui. Notamment en course, oui. Donc vous avez un petit recul quand même sur la mort. C'est quelque chose qui ne vous fait pas peur, a priori ? Moi, j'espère vraiment que je serai complètement consciente le jour où ça va m'arriver, parce qu'il y a quand même 2 moments exceptionnels dans la vie d'un être humain, c'est sa naissance et sa mort. Bon, la naissance, on ne peut pas s'en rendre compte, parce que ça vous marque forcément, mais on n'a pas le cerveau assez développé à ce moment-là pour s'en rendre compte. Par contre, la mort, vraisemblablement. Et je crois que ce moment-là doit être un moment tout à fait exceptionnel. Mais pour moi, c'est un moment de fin, parce que les choses s'arrêtent à un moment donné. Moi, ça ne me dérange pas. Je trouve ça normal. Je trouve que c'est au contraire dans la nature des choses. C'est pas triste ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne trouve pas ça triste que la vie des gens s'arrête un jour. Ce qui serait triste, c'est qu'on vive tous ad vitam aeternam. Ce serait épouvantable. Donc voilà, à un moment donné, ça s'arrête. Vous qui vivez en communion quand même avec la nature et notamment donc la mer, vous avez l'impression qu'il y a un lien spirituel justement avec ces éléments-là ? C'est vrai que quand on vit beaucoup dans la nature, alors c'est vrai pour la mer, c'est sans doute vrai dans d'autres espèces de nature, c'est pas franchement qu'on a un lien. Moi, je crois que j'ai un lien qui finalement est assez intellectuel, qui est aussi émotionnel. Hein, j'aime bien, c'est des émotions, mais je crois que c'est surtout qu'on comprend cette espèce, on comprend peut-être un peu mieux cette espèce d'aspiration qu'ont eu les êtres humains à inventer le divin. Parce que effectivement, une belle nuit étoilée, forcément, ça emmène comme ça dans des idées, dans des pensées.
qu'on peut aussi très bien voir derrière les éléments des volontés. On peut se dire qu'une vague est méchante. On peut se dire que la mer est cruelle, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, la mer est cruelle? Ça ne veut absolument rien dire. Donc déjà, dire la mer est cruelle, c'est penser qu'il y ait comme une divinité, comme une volonté derrière la mer. Or, la mer, c'est des atomes d'eau poussés par le vent. Donc voilà. Donc je pense qu'on comprend mieux l'approche qu'un certain nombre de gens peuvent avoir de ces phénomènes-là. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on les partage. Allez, petite question perfide pour finir. Si d'aventure Dieu existait, au final, vous lui diriez quoi, vous, en arrivant, découvrant qu'il est là? Je dirais bonjour, parce que je suis bien élevée. Non, j'aimerais bien qu'il me raconte cette histoire-là, parce que je serais quand même assez interloquée, quoi. Je pense que je serais extrêmement étonnée si j'arrivais au paradis, ou en enfer d'ailleurs, puisqu'il paraît que ça existe aussi. Je pense que je serais très, très, très étonnée. Ouais. Je leur dirais, mais il faut vraiment me raconter ce truc-là, parce que j'y crois pas, quoi. Merci beaucoup, Isabelle. Petite citation de Françoise Dolto cette fois-ci. « Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun, l'épanouissement de chacun dans le respect des différences. » Alors la solidarité, Isabelle Autissier, c'est la valeur dont vous avez choisi de nous parler. Moi tout de suite je l'ai rattachée au monde nautique, qui est un monde où la solidarité se vit beaucoup. Vous la rattachez aussi à ce monde-là? Je voudrais quand même préciser par rapport à ce que dit François Dolto que si effectivement l'être humain est un être social avant tout, on ne peut pas vivre isolément, il y a deux façons de vivre ensemble. C'est soit de faire la guerre, on le pratique assez couramment, on est assez bon pour ça, soit effectivement la solidarité. Donc elle a une vision hyper positive et c'est très bien, mais malheureusement il ne faut pas oublier que les groupes humains c'est aussi la guerre et que je crois que c'est inséparable de l'esprit humain. Comme la solidarité est aussi inséparable de l'esprit humain. C'est pas un peu la guerre dans une course de bateau quand même? C'est pas la guerre, non, c'est pas du tout la guerre, c'est la compétition, ce qui n'est pas du tout la même chose, enfin j'espère. Donc la compétition, c'est d'essayer de faire mieux que les autres et de remplir mieux, d'arriver mieux à un certain nombre d'objectifs. Donc ça, c'est une chose. Là où on a beaucoup de chance en bateau, c'est que la solidarité prend évidemment une importance considérable parce qu'on se retrouve à naviguer dans des endroits où il n'y a personne, où on est très loin, où il peut se passer des choses pas forcément sympathiques, et où, s'il n'y a pas de solidarité entre les êtres humains qui sont là, on va au drame assez vite, quoi. Donc la solidarité, c'est une valeur, je dirais, presque intrinsèque de la navigation. D'ailleurs, dans les courses, c'est le premier article de tous les règlements de course dit qu'on doit assistance à n'importe qui en mer. C'est-à-dire que quand on s'inscrit à une course, on s'engage en même temps à porter assistance, non seulement aux personnes de la course, mais pourquoi pas à d'autres gens, éventuellement. Quitte à se faire disqualifier. Alors, on n'est jamais disqualifié quand on porte assistance. Non seulement on n'est pas disqualifié, mais en plus, en général, on récupère du temps. Et le jury considère que si, par exemple, je me détourne pour aller récupérer un petit camarade ou pour aller m'occuper de quelqu'un qui a un problème, on va calculer le temps que j'ai perdu. Et ce temps va être déduit, au final, du temps que j'aurais mis. Ce que vous avez déjà fait. Ce qui m'est arrivé une fois dans le Vendée Globe, oui. Alors moi, ça m'est arrivé dans les deux sens. Oui. Il y a des gens qui se sont détournés pour moi, puis moi, je me suis détournée pour d'autres. Ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est bien, c'est bien. S'il y avait autant de solidarité à terre qu'en mer, ça serait pas mal. La solidarité, vous la vivez à travers un engagement aussi avec la Fédération internationale des droits de l'homme. Racontez-nous un petit peu, voilà, en quoi consiste cet engagement-là? La Fédération internationale des droits de l'homme, donc c'est un organisme qui se trouve être en France et qui regroupe toutes les ligues des droits de l'homme qui existent dans le monde. Oui. Donc, comme le nom l'indique, défendent les droits humains. Ces gens-là, en général, sont dans leur pays des gens très attaqués, des gens qui sont en danger de mort, dont souvent les familles sont en danger de mort. Enfin, on ne compte plus le nombre de gens qui ont pu, comme ça, se retrouver dans des situations absolument épouvantables, simplement parce qu'ils défendaient les droits des autres. Donc, ces gens-là ont besoin qu'on ouvre le projecteur sur eux, qu'on les défende, qu'on les entoure, qu'on les fasse connaître. Et moi, c'est un petit peu mon rôle, à côté de la Fédération internationale des droits de l'homme, c'est d'apporter, on va dire, un peu de notoriété ou un peu de coup de projecteur sur les cas d'un certain nombre de personnes. Je pense à des gens, par exemple, en Tchétchénie en ce moment, qui défendent les droits de l'homme en Tchétchénie. Vous imaginez qu'il faut énormément de courage. Et donc, la seule façon dont on puisse faire quelque chose, c'est d'aider ces gens-là. Aider ces gens-là, c'est soit les aider matériellement en donnant de l'argent pour qu'il y ait des avocats qui s'occupent d'eux, etc., soit les aider en faisant en sorte qu'on ne les oublie pas.
C'est ce que vous faites là, en parler par exemple dans les médias. Voilà, Et en parler dans les médias. engagement. Alors je participe à un certain nombre de réunions, des réunions publiques, donc des fois des choses dans les médias. Enfin, à chaque fois qu'ils ont... Et puis en plus, c'est passionnant parce que du coup, on découvre des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu la chance l'année dernière de dîner avec Shirin Ebadi, qui avait donc eu le prix Nobel de la paix. Donc ça, c'est quand même des rencontres extraordinaires. Et quand on mesure au quotidien le courage d'une femme comme ça, par exemple, c'est absolument monumental, quoi. On se sent vraiment petite à côté. Bah surtout vous, le courage, c'est une qualité qu'on vous attribue souvent par rapport à ce monde du nautisme. Oui. Mais on ne parle plus du même courage, là. Voilà, enfin, je pense qu'on ne parle plus du même courage. C'est-à-dire que moi, après tout, c'est mon problème. Personne ne m'oblige à faire ça. Je fais de la course parce que ça m'amuse. Et puis, si j'ai envie d'arrêter, je peux très bien arrêter. Hein. Personne ne va me mettre en prison pour ça. Donc, c'est vrai que les gens considèrent qu'on est tous très courageux de faire ça. Moi, j'ai tendance à penser que le vrai courage, c'est leur courage à eux, à ces gens-là qui se battent pour les autres et qui risquent... personnellement, humainement, j'ai dit tout à l'heure, les risques sur leur famille, enfin bon, c'est des choses qui sont sans commune mesure. Je veux dire, le risque d'être torturé, le risque d'être assassiné, c'est sans commune mesure quand même avec ce qu'on fait, il faut être honnête. Hein. Pour revenir au mot solidarité, pour vous, ce serait quoi l'exact inverse de ce mot-là ? Ah, l'exact inverse de solidarité, ça c'est une question pas facile. Je pense que c'est le mépris des autres. Enfin, c'est le fait de... Indifférence pas plus que l'indifférence. Le fait de considérer que les autres n'ont pas leur place, si ce n'est pour apporter de l'eau à votre propre moulin. Et donc, je crois que la solidarité, c'est avant tout s'intéresser aux autres. Donc voilà, l'inverse. Vous, avec le caractère qu'on vous connaît, je vous vois bien vous révolter assez vertement contre des gens que vous pourriez comme ça... Oui, bon, c'est vrai que des fois, moi, il y a des gens à qui j'ai pu, effectivement... moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, le mépris, l'humiliation. C'est des choses, je trouve, qui sont absolument insupportables. Et que pourtant, quand on regarde bien dans nos vies, qu'on croise un peu tous les jours quand même. Hein. Et donc, je pense qu'aussi, tous les jours, au quotidien, il peut y avoir une responsabilité par rapport à ça. Peut-être emmener des gens sur un bateau pendant un mois, leur apprendre ce que c'est que la solidarité, ce serait... Oui, je crois que ça existe déjà d'ailleurs, cette je sais que ça se fait beaucoup parce Ouais. que justement on a compris que les équipages forcément étaient quelque part obligés de développer une solidarité pour que ça fonctionne à bord. Donc ça existe, hein, les stages où on emmène des dirigeants d'entreprise comme ça, puis on les met tous dans un bateau, puis on leur dit bon maintenant allez-y, vous allez comprendre que vous avez besoin des copains. Bon, ça a un côté un petit peu artificiel. Parce qu'après tout simplement dans leur entreprise, ils peuvent la découvrir tout seuls, la solidarité. C'est peut-être pas la peine d'aller faire du bateau. Enfin, je veux dire, peut-être qu'il faudrait réfléchir là où on est à ce que c'est que la solidarité. Merci beaucoup Isabelle. Lorsque l'on est navigatrice et que l'on passe le plus clair de son temps en milieu maritime, forcément on s'inquiète de la dégradation de l'environnement, qu'il s'agisse du bétonnage des côtes sauvages avec des immeubles, des ports, des digues, ou encore de la pollution liée au dégazage sauvage, aux nappes de pétrole ou même aux sacs en plastique qui traînent sur nos plages. Vous savez, les sacs en plastique qui énervent tellement, Isabelle, pas que vous, hein, mais vous, ça vous crispe. Oui, ça me crispe parce que ça, je trouve que c'est un truc tellement simple. Je veux dire. Pourquoi est-ce que quand on va au supermarché, on a absolument besoin de prendre 10 poches en plastique? Et pourquoi on ne peut pas avoir un cabas dans la voiture? Mais parce qu'on nous les met sous le nez, ces poches en plastique. On est grand, on a une cervelle, on a quelques neurones éventuellement. Et donc on est capable de comprendre qu'un sac en plastique, ça vit 200 ans. Et que même quand ça finit par se dégrader, on n'est pas sûr que les matières de dégradation ne soient pas toxiques. Un sac en plastique, ça empoisonne par exemple les magnifiques tortues. Vous savez ce qu'on voit à la télé, là, les grosses tortues qui font 2 mètres de long, qui nagent dans l'eau, c'est super beau. Et bien ces tortues-là, elles sont empoisonnées, elles meurent à cause des sacs en plastique. Pourquoi Parce qu'elles les avalent, parce qu'une tortue, ça se nourrit de méduses. Et il n'y a rien qui semble plus à une méduse qu'un sac en plastique qui flotte. Donc elles les mangent, ça leur fait des occlusions intestinales et elles meurent. Les dauphins, c'est pareil. Et puis pour les gens qui font de la plongée, je ne sais pas si vous essayez de faire de la plongée près d'une côte, dans les fonds, c'est tapissé de sacs en plastique qui asphyxient l'environnement. Donc ça, c'est un truc tout bête. Je veux dire, il suffit de dire non. Moi, systématiquement, je dis non à la caisse, je dis je ne veux pas de sacs en plastique et j'explique pourquoi et je l'explique à voix haute pour que mes voisins en profitent. Et voilà, et ça, c'est assez sympa parce que ça suscite des réactions.
Bon, c'est un petit truc, hein, je veux dire, c'est pas ça qui va sauver la planète, mais si, pour tous les comportements de notre vie, on essaie de réfléchir 5 minutes, 30 secondes à ce qu'on est en train de faire. Il y a un autre truc qui me fait hurler aussi, c'est les lingettes. Alors, c'est bien fait pour eux, mais les gens qui utilisent les lingettes avec des détergents dessus, ils sont en train de se bousiller les doigts. Et j'ai une copine qui me racontait qu'ils arrivent tous aux urgences, donc tant pis pour eux. C'est complètement débile, c'est un truc qu'on jette, on s'en sert qu'une fois. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une éponge avec un produit, puis si possible, un produit qui respecte l'environnement? Moi, voilà, c'est des comportements qui me hérissent parce que on se laisse monter le mou par la publicité, on est prêt à faire n'importe quoi, on s'imagine que c'est très mode et c'est très intelligent, et en fait c'est une bêtise, et c'est vraiment des comportements qu'on peut éviter. Alors ça, c'est pour ce qui concerne, par exemple, les côtes, entre autres, françaises, là où on peut agir. Mais vous avez fait plusieurs fois le tour de la planète. Donc il y a aussi le problème des pôles, notamment du pôle Sud. Vous êtes assez inquiète pour le pôle Sud? Oui, enfin le pôle Sud, c'est pas celui qui va le plus mal. Je pense que le pôle Nord va encore plus mal que le pôle Sud, parce que le pôle Nord, il est quasiment en train de fondre. Et le gros souci, c'est que je pense que d'ici 10 ou 15 ans, on pourra faire passer des cargos au nord du Canada, et que là, ça deviendra une vraie menace écologique grave, parce qu'on le fera, parce que ça coûte moins cher. Donc c'est toujours des histoires d'argent, hein, quand évidemment. même. Sauf que le jour où il y aura des pollutions, les milieux froids sont des milieux extraordinairement fragiles et qui se régénèrent extrêmement lentement, parce qu'il fait froid. Et donc il y aura des drames, et on va encore bousiller des milliers de kilomètres de côte, et voilà, puis ce sera fini, et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Tant qu'on mettra l'argent en valeur numéro 1, de toute façon, ça se passera toujours comme ça. Donc essayons de réfléchir à ces problèmes-là, qui sont des problèmes plus compliqués à résoudre que simplement l'histoire des sacs en plastique, mais sur lesquels il faut se poser des questions, parce que c'est pas simplement parce que c'est joli d'avoir des aigles et des baleines et des trucs comme ça, c'est parce que c'est notre survie. Il faut quand même bien comprendre ça. C'est que la survie de la planète, c'est notre survie. Donc si on veut que nos enfants puissent vivre, parce que ça va très vite, hein, c'est même pas la génération dans 3000 ans, hein, c'est dans les 50, les 100 prochaines années, donc c'est nos enfants et nos petits-enfants. Si on veut qu'ils puissent vivre, tout simplement, et que la Terre ne soit plus peuplée que par des crabes et des rats, oui, mais il faut se poser des questions. Il ne faut pas attendre qu'on vous trouve les réponses dans des manuels. Il faut bosser un peu, quoi. Bon, alors là, je vous sens un tout petit peu énervée, Isabelle. Je vais dire un nom qui va vous faire sourire. Si je vous parle des îles Kerguelen, là, tout de suite. Voilà, ça va me faire sourire. Voilà. Parce que, bon, c'est vrai que c'est un endroit que j'aime bien, que j'ai découvert par hasard, parce que j'ai dématé dans une course et je me suis arrêtée dans ces îles pour réparer. Que c'est un endroit que j'ai trouvé absolument somptueux. Enfin, moi, je suis très attirée par les endroits froids. Hein. Je les trouve plus toniques. Ouais. Et que ça, j'ai trouvé ça magnifiquement beau. Que j'ai eu la chance d'y retourner, de me balader 2 mois à pied avec 2 copains, donc dans un environnement, alors là, pour le coup, quasiment vierge. Je dis bien quasiment, parce qu'il y a quand même quelques scientifiques qui habitent là-bas. Il y a un camp de base français, en fait. Oui, ce sont des îles françaises, hein, ça fait partie du territoire français, mais il n'y a pas d'habitants permanents, puisqu'il fait trop froid, hein, on est par 50 sud, au milieu de l'océan Indien, on ne peut rien cultiver, on peut juste regarder voler les albatros et les pétrels géants. Et voilà. Pétrels géants. Et qui avait-il dans la petite boîte ? Ça c'est très joli. C'est un bec de pétrel géant que j'ai ramassé sur une plage. On voit que c'est un animal qui est quand même pas très sympathique. Hein. Ouais, il a un petit bec crochu quand même. C'est sûr qu'il a tendance à attaquer les petits manchots malades pour les bouffer, mais ça, c'est la vie. Et c'est merveilleux parce qu'en fait, sur le dessus, là, ces espèces de petits tuyaux, ça lui sert à recracher du sel, ce qui lui permet à cet oiseau de boire de l'eau de mer. Et il garde de l'eau douce pour lui et il excrète le sel par là. Donc c'est très, très bien adapté parce que la nature a quand même des choses absolument magnifiques à nous proposer, à nous montrer. Et c'est une petite photo qui viendra illustrer le livre que vous êtes en train de préparer, non Non, je pense que ça c'est mon petit plaisir personnel. Voilà, c'est sur la cheminée chez moi, parce que j'aime bien le regarder. Petit côté exotique. Et puis, le bouquin sur Kerguelen, c'est un peu différent, puisque c'est surtout l'histoire, en fait, qui m'a intéressée. L'histoire de ce personnage, Monsieur de Kerguelen, qui a découvert ces îles en 1771, donc c'est la fin de... C'est un peu avant la Révolution, c'est le siècle des Lumières, mais c'est encore un moment où on ignore exactement la forme de la Terre, et en particulier de ces terres du Sud, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Et lui part à l'aventure et il va découvrir ces îles qui sont quand même pas très drôles. Il va être extrêmement déçu, ça va lui attirer beaucoup d'ennuis. Mais j'aime bien cette histoire, et j'aime bien ce côté des gens qui partaient comme ça, qui savaient... aussi partir, découvrir, dans des conditions de vie évidemment totalement insensées, enfin qu'aujourd'hui on serait absolument incapable de vivre. Mais voilà, ces gens qui croyaient qu'ils allaient découvrir des Eldorado un peu partout.
Ah ben écoutez, pour vous que ça intéresse, hein, les îles Kerguelen, on va attendre votre livre. Vous en êtes au début ou à la fin du livre? J'en suis au début pour l'instant, Oula. donc il faut attendre un peu. Hein. Bon, on va attendre un petit peu, on va guetter. Merci beaucoup Isabelle. Écrivain, photographe, cinéaste, biologiste et surtout première femme océanographe française, Anita Conti, née en 1899 et décédée un soir de Noël 97 à l'âge de 98 ans. Anita Conti donc fait partie de ces personnages d'exception qui ont traversé le XXe siècle en aventurière passionnée et libre. C'est donc une pionnière qui s'imposa dans un milieu rude et fermé, le milieu de la mer des marins. Une pionnière et un personnage à qui vous, Isabelle Autissier, vous vouez une certaine admiration quand même. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a une extraordinaire sensibilité. Il faut lire les ouvrages qu'elle a écrits. Je pense par exemple à La mer, les bêtes et l'homme ou des choses comme ça, où elle est heureuse en mer, elle décrit les poissons, la mer, les lumières, mais aussi elle a énormément de tendresse pour les gens. Elle parle extrêmement bien des pêcheurs puisqu'elle a donc exercé son métier d'océanographe essentiellement à bord des bateaux de pêche, dans les endroits les plus incroyables de la planète, puisque aussi bien elle allait sur les pirogues avec les marins sénégalais que dans le Grand Nord, du côté de la Nouvelle-Zambie ou avec les pêcheurs de morue. Donc tout ça quand même à peu près dans les années 40, donc à un moment où une femme sur un bateau, c'était quelque chose de totalement inenvisageable. Et elle a beaucoup de tendresse pour tous ces gens-là et pour tous ces pêcheurs, tout en ayant une lucidité extrême, puisque déjà à cette époque-là, elle commence à parler de dépeuplement des mers, elle commence à dire qu'il va falloir se poser des questions, qu'il va falloir changer notre manière de faire. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois visionnaire et qui en même temps reste finalement très femme, très émotive, très tendre. Donc c'est un beau mélange, c'est un personnage très touchant. Et surtout, elle a su se faire accepter par un milieu très masculin. Oui. C'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance, elle a fait des choses incroyables. Elle était par exemple sur les bateaux des mineurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il n'y avait pas une femme qui était sur les bateaux de guerre. Et elle, en fait, elle s'occupait d'essayer d'évaluer les courants pour savoir où les mines allaient dériver. Et elle s'est entièrement faite elle-même, puisqu'elle n'a pas été dans une université. Elle était d'une famille assez bourgeoise et bohème, où elle n'a pas été à l'école, en fait. Elle s'est faite elle-même. Elle était passionnée de reliure, par exemple. Donc, oui, de reliure d'art. Elle aurait très bien pu rester dans son atelier à faire de la reliure d'art. Voilà, qui était quelque chose d'assez féminin, on va dire. Hein. Et puis, elle a eu cette passion pour la mer, et elle est allée à fond dedans. Et elle est arrivée par la petite porte. Au début, elle faisait des comptes rendus, elle faisait des rapports, donc, puisqu'elle a été dans l'ancêtre d'Ifremer, qui était un organisme public, donc qui faisait de la recherche déjà. Elle est rentrée par la petite porte, elle s'est fait adopter par les pêcheurs, et puis surtout, elle avait une volonté extraordinaire, puisque elle n'a jamais lâché le morceau, entre guillemets. Elle a toujours réussi à se faire embarquer, elle a toujours... donc c'est un personnage, qui est quand même, moi je trouve très emblématique, quoi. Elle fait partie de ces toutes premières grandes scientifiques françaises, mais elle n'en a pas eu la reconnaissance, puisque finalement tout le monde l'a oubliée. Et quand son fils spirituel, on va dire, donc un jeune homme qui s'est intéressé à elle, elle était déjà très âgée, l'a un peu redécouverte, finalement elle était dans la misère complète. Parce que, comme elle n'avait pas fait une carrière, on va dire, institutionnelle, elle n'avait pas de retraite. Donc, elle était là et elle vivotait de manière pathétique. Et heureusement, il a republié ses livres, il l'a fait. Et ses photos, parce que c'était une photographe. Elle avait un œil extraordinaire. Et on voit justement dans ses photos, on voit toute cette tendresse qu'elle a pour les gens. Le petit mousse qui est en train de travailler sur le pont, les poissons qui sortent comme ça avec les pêcheurs. On voit l'œil du pêcheur qui brille quand il voit la masse de poissons qui arrive. Enfin, elle a vraiment un œil de photographe. Et en même temps, c'est ça vraiment... une vraie tendresse pour l'ensemble du genre humain, finalement. Et c'est quelqu'un que vous avez eu la chance de rencontrer ou pas? Alors, je ne l'ai pas rencontrée, mais on a correspondu. Elle était déjà très âgée, en fait, quand j'ai commencé à faire mes premiers tours du monde. Et justement, son fils adoptif, Laurent Giraud, avait essayé de former un petit comité de gens qui prennent sa défense et qui essayent de... je me souviens, on avait écrit à Chirac à l'époque pour qu'elle ait une petite pension, etc. Ça avait marché? Oui, ça avait marché. Ah. Et donc voilà, donc moi j'étais rentrée dans le jeu évidemment parce que je trouvais que c'était la moindre des choses. Et par la suite elle m'a écrit, elle m'a même envoyé une cassette où elle lit des poèmes, elle écrivait de la poésie aussi beaucoup.
une cassette pour m'accompagner dans mes voyages où elle lit un certain nombre de poèmes. Et donc on ne s'est pas rencontrés parce que voilà, moi j'étais sur les mers un peu partout, mais on a été en relation et je suis assez fière de ça en fait. Et qu'est-ce qu'une femme comme elle, donc soit à travers les écrits ou à travers son métier, qu'est-ce que vous retenez d'elle en fait? Qu'est-ce qu'elle vous a appris pour vous? Moi, je crois que c'était vraiment quelqu'un qui a su vivre sa passion, mais d'une manière complètement rayonnante. C'est-à-dire que... Elle était connue pour sa bonne humeur quand même. Oui, 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 Ouais. sa bonne humeur, sa générosité et cette espèce d'enthousiasme extraordinaire qu'elle fait très bien passer aussi bien dans ses photos que dans ses livres. Cet enthousiasme pour la mer, pour les gens qui vivent sur la mer. Et je trouve que moi, ce que j'aime bien chez quelqu'un comme Anita Conti, oui, c'est ce rayonnement, quoi. C'est-à-dire qu'elle a, je pense, vraiment illuminé la vie des gens qui l'ont côtoyée, que ce soit sur les bateaux de pêche, que ce soit les scientifiques, que ce soit après les gens qui ont suivi la fin de sa vie. Mais c'est quelqu'un qui a sacrifié, peut-être qu'elle ne l'a pas vécu comme un sacrifice, mais sacrifié sa vie privée pour pouvoir assouvir. Ah, complètement. C'est quoi? C'était une mission, une vocation Ah, ça, je ne sais pas à quoi ça correspondait exactement dans sa tête, mais je crois que c'était comme ça. C'était une espèce d'impulsion tellement forte que ça allait au-delà de tout le reste. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de famille, qui n'a pas eu d'enfant, ce qui explique d'ailleurs qu'elle se soit retrouvée très seule à la fin de sa vie. Parce que finalement, elle n'a rien fait pour elle. Elle a toujours un peu tout fait pour les autres. Et elle n'a pas du tout pensé un peu se protéger ou à se créer quelque chose pour elle, quoi. Et je crois qu'elle a toujours tout donné. Et si vous aviez pu la rencontrer, vous auriez aimé lui dire quoi? Si vous aviez pu lui dire une petite phrase comme ça? Ah, moi, je crois que je lui aurais tout simplement dit merci, parce que je trouve que des gens comme ça, il en faudrait plus sur la planète, quoi. Des gens qui à la fois, on se mélange en fait d'intelligence et de sensibilité. Je trouve que c'est vraiment quelque chose que je trouve essentiel, c'est que on est fait de ça, c'est nos deux jambes, l'intelligence et la sensibilité. On a vraiment besoin des deux. Il y a des gens qui sont des grands chercheurs, mais ils sont froids comme des cailloux, et finalement, c'est vrai. c'est pas très bien. Et puis au contraire, bon, je pense que si on n'est que dans la sensibilité, peut-être que ça manque un peu de connaissances et de compréhension. Donc je trouve que c'est bien quand on arrive à avoir les deux. Mais moi, je crois qu'on l'a trouvée, la fille spirituelle d'Anita Conti. Elle est assise en face de moi. Merci beaucoup, Isabelle. Pour terminer notre discussion avec Isabelle Autissier, quelques petites questions de ci, de là. Donc Isabelle, attention. Et alors, difficulté supplémentaire, il n'y aura pas de joker. Il faut répondre à tout. Isabelle, vous êtes prête? Attention. C'est parti. Est-ce que vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur? Oui, souvent. Souvent, et je dirais presque tout le temps dans ma vie. Je crois que c'est normal, ça fait partie. Il faut toujours se poser des questions sur soi. Je pense que c'est même pas seulement sur des grandes choses, c'est même des fois sur des petites choses. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Bon, oui, je pense que ça fait partie de ma vie. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie en général? Ce qui m'étonne dans la vie, souvent les gens m'étonnent. Souvent les gens ont des réactions que j'attends pas. En bien ou en mal? Les deux, les deux. Je trouve que on se fait croire qu'on est des êtres doués de raison, mais c'est souvent très étrange. Les gens ont des réactions, des fois, les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Par exemple, la jalousie, c'est un truc qui m'étonne énormément. Je ne comprends pas ça, je trouve ça complètement étrange. Donc, il y a pas mal de comportements qui m'étonnent. Oui, je me dis, mais j'ai rien compris, ou je dois être trop à part ou trop décalé, mais en fait, peut-être parce que tous l'éventail des choses sont dans la tête des gens et que ça donne des résultats assez surprenants. C'est bien d'être décalé, non? C'est comme ça. Oui, je trouve ça assez bien parce que ça donne quand même du recul. Et j'ai l'impression, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression que j'ai un petit peu plus de libre arbitre parce que je suis décalée. Que ça me permet de rester un peu plus moi-même. Parce que je pense que quand on est dans un moule, quand on a la télé, quand on va bosser le matin en métro à 7h30, quand on regarde les publicités, quand finalement, qu'on le veuille ou non, on est influencé par tout ce mode de vie, par tout ce qu'on a autour de nous, qui est très présent, qui est très... et donc, on se laisse aller dans cette espèce de tunnel, là, de trucs faciles, et finalement, on oublie un peu qui on est, quoi. Et je crois que quand on vit décalé, moi par exemple, j'ai pas la télé. Bon, ça me dérange pas du tout, je suis très heureuse comme ça.
C'est pas que j'aime pas la télé, mais je l'ai pas et j'ai pas envie de la voir. Bah, je pense que finalement, ça me permet peut-être de faire plus de choses qui sont des choses à moi, qui sont de voir mes amis, qui sont de lire des livres que j'ai envie de lire ou d'écouter de la musique que j'ai envie d'écouter et de ne pas forcément me laisser influencer par autre chose. Quel est votre luxe? Oh, le luxe, c'est de rien faire. Ce qui m'arrive assez rarement, même très très rarement, parce que je suis un peu du genre hyper active, mais presque trop des fois. Des fois, je me dis, il faut que je me calme. Je fais toujours 3 choses en même temps. Voilà, j'ai toujours des journées qui sont pleines comme un œuf. Je suis tout le temps en train de faire quelque chose, quoi. Et des fois, je me dis, mais alors, je programme, je prévois, je me dis, là, je vais me mettre dans mon hamac et je fais rien. Et en fait, je me mets dans mon hamac, mais je lis un bouquin, parce que comme ça, je ne fais pas rien. Donc voilà, mon luxe, ce serait de rien faire. Je connais bien. Quelle a été la plus grande épreuve de votre vie? Je pense qu'elle est liée à la mer. Elle est liée à... Le moment le plus difficile que j'ai vécu en mer, en fait, c'est quand je suis allée à la recherche d'un autre marin qui avait disparu. On n'était pas très loin, c'était Jerry Roof pendant le Vendée Globe. Jerry n'a plus donné signe de vie à un moment donné, après une très 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 forte tempête. Et donc moi j'ai fait demi-tour pour essayer de le retrouver. Et pendant 48 heures, j'ai cherché quelqu'un en sachant très bien que j'avais 0 chance sur 100 de le trouver. Parce que quand on ne sait pas où est quelqu'un dans les mers du Sud, on ne le retrouve pas. C'est aussi simple que ça, c'est 0 chance. Et ça, c'est un moment très dur parce qu'on a une impuissance totale et que on a l'impression qu'on ne sert à rien, alors que pourtant, il y a peut-être une vie en jeu. Et bon, alors voilà, j'étais là, je tirais des bords, j'essayais de chercher quelque chose en sachant que c'était impossible, que le bateau dérive, qu'il n'y a pas de visibilité, que dans le brouillard, j'avais aucune chance de le trouver. Mais ça, c'était dur. Ouais. Et c'est une blessure qui reste. Oui, c'est quelque chose qui reste, oui. Ça fait partie des choses avec lesquelles il faut vivre. Quelle définition donneriez-vous du bonheur? Je pense que le bonheur, c'est des tout petits moments. C'est des tout petits instants, le bonheur. C'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose qui s'installe comme ça, et puis ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est tout d'un coup une petite émotion, le regard de quelqu'un qu'on aime, un moment, ça peut être dans la nature, ça peut être une œuvre d'art qu'on voit, une phrase qu'on lit. C'est tout d'un coup quelque chose qui vous donne en fait le sentiment d'être bien là où vous êtes. Et que tout d'un coup, il y a une espèce de connivence qui se passe avec quelque chose, avec un paysage, avec une odeur, avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça le bonheur. Mais c'est toujours des tout petits moments. Il ne faut pas chercher à ce que ce soit plus d'ailleurs. Hein. C'est comme ça. Hop. Dans la peau de quel homme ou de quelle femme aimeriez-vous passer 24 heures? Vous aviez la possibilité comme ça de changer. Moi, je suis assez attirée, je le disais tout à l'heure, par ces personnages qui sont allés à la découverte, en fait, qui sont allés... Aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit où on va à la découverte. On peut découvrir des choses pour soi, mais tout est connu, répertorié, détaillé. Et j'aurais, je crois, assez aimé, à un moment donné, savoir ce qu'ils ont dans la tête, vraiment, dans la peau d'un de ces personnages qui partaient. Alors, il y en a eu beaucoup, hein, il y en a eu tout un tas... mais qui partaient comme ça, découvrir le vaste monde, finalement, rencontrer des peuplades bizarres, enfin bon, il y a tout un... et je crois que ça devait être une expérience humaine absolument colossale. Pour terminer, avez-vous encore un désir profond qui n'est pas assouvi? J'en ai un, il ne sera jamais assouvi, je le sais, parce que je suis trop vieille pour ça, c'est d'aller dans l'espace. J'aurais adoré ça. J'aurais adoré voir la planète d'au-dessus comme ça, voir un lever de lune autour de la Terre. J'adore entendre des astronomes en parler. Claudie Hénuret en parle très bien. Et je pense qu'au-delà, là aussi, de la compréhension et de la connaissance, je pense qu'il doit y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions. Quand on voit sa petite planète comme ça, ce petit truc minuscule sur lequel il y a 6 milliards d'hommes, je crois que ça doit être une très belle émotion. Moi, je vous remercie pour la très belle émotion que vous avez fait passer dans cette émission, Isabelle. Merci. Merci beaucoup. Puis on vous souhaite bonne continuation, même si ce n'est pas dans l'espace. En tout cas, bonne continuation dans la vie, sur terre et sur mer. Voilà. Merci. Au revoir.